Bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour la Journée de l'Europe. Je salue en particulier, je crois qu'on a un groupe d'étudiants de Sciences Po. Voilà, merci d'être présents. Le 9 mai 1950, c'est-à-dire 5 ans jour pour jour après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un ministre français, ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, a pris l'initiative de proposer à l'Allemagne de mettre en commun la production française et allemande de charbon et d'acier, qui étaient les principales ressources pour construire des armes et faire la guerre, sous une haute autorité. C'est un geste, il faut quand même s'en rendre compte, d'une extrême générosité. La guerre est encore présente dans toutes les mémoires, les souffrances sont là, les plaies sont vives, et la France décide de tendre la main à l'Allemagne pour en faire son allié, son ami. Et d'autres pays se sont joints immédiatement à cette initiative, et c'est le noyau de ce qui est devenu maintenant l'Union européenne avec 27 pays membres. Cette journée est célébrée dans toute l'Europe. Je crois que c'est même un jour férié au Luxembourg, pas encore en France, pas encore en Grèce. Et nous avons décidé de commémorer cette journée avec 2 tables rondes, une première table ronde sur la culture et une deuxième table ronde juste après, à 8 heures, sur la souveraineté européenne. Alors pourquoi la culture ? Parce que la culture, c'est quand même un élément de l'identité de l'Europe. Quelqu'un un jour a dit l'Europe, c'est le maximum de culture et de diversité sur le minimum de territoire. C'est le continent où nous avons les monuments les plus visités au monde, notamment en Grèce, où nous avons les musées les plus visités au monde. Je crois que c'est le Louvre, en France, chez nous, le plus visité. Où nous avons le niveau de tourisme le plus élevé au monde. Et tout ça, c'est lié à une histoire millénaire, un patrimoine remarquable, exceptionnel, préservé. Mais comment ce patrimoine peut être une manière aussi d'affirmer ou de transformer nos identités ? Comment ce patrimoine peut-il être utilisé pour nous tourner vers l'avenir ? Ce sera un des débats de ce soir, et je vais laisser la parole à nos invités, que je ne vais pas présenter puisque je crois que vous allez le faire. Et donc, maintenant, c'est place au débat. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε στην Νύχτα των Ιδεών. Bonsoir. Nous aimerions remercier l'Institut français de Grèce pour cette invitation et pour cette opportunité qui va nous permettre de débattre de cette question de la culture. Je suis Meria Danamopoulou, je suis journaliste à Tanea et ce soir je serai la coordonnatrice du débat axé sur le reconstruire ensemble, et nous allons voir donc ensemble, c'est le mot-clé, comment on va réinventer et voir les défis de la culture dans l'époque, dans l'ère post-Covid, post-crise, n'oublions pas cela, et en pleine guerre, une guerre qui frappe l'Europe. Notre débat se fera en grec avec une traduction simultanée en français. Il y a aussi l'anglais, si vous voulez suivre en anglais. Pour les amis qui nous suivent sur Internet, vous allez pouvoir y retrouver les 2 canaux. Et sans vouloir abuser du temps imparti à nos interlocuteurs, je voudrais juste vous dire que nous allons commencer avec des petites introductions de la part de chacun des participants et après nous allons prendre des questions. J'aimerais commencer par la personnalité qui se trouve à ma droite, par le secrétaire d'État à la culture et au sport, chargé de la culture contemporaine, M. Nicolas Gatromanolakis. Pour la première fois en Grèce, nous avons quelqu'un au ministère de la Culture qui est chargé exclusivement de la culture contemporaine. Monsieur Gatromanolakis a fait d'excellentes études à l'Université d'Athènes et à Harvard. Vous avez déjà fait sa connaissance peut-être parce qu'il a été chef de communication et de marketing à la Fondation Niarchos quand il commençait sa carrière. Vous le connaissez peut-être à cause de sa carrière politique. Il a été candidat et cadre du parti Topotami, La Rivière. Et vous le connaissez peut-être parce qu'il est activiste
pour les droits des communautés LGBT. Il a une action assez forte dans ce domaine et il s'est aussi occupé de la direction de collection d'ouvrages. Και εγώ ευχαριστώ στο Γαλλικό Ινστιτούτο. Merci beaucoup donc pour cette invitation de fêter ensemble la journée de l'Europe et de voir ensemble l'importance que revêt ce mot, le mot ensemble. L'Europe, donc, en séjour avec la guerre en Ukraine. Et c'est une raison de plus de nous rappeler ce qui nous unit, ce que les fondateurs de ce qui était alors la Communauté économique européenne pensaient, c'est-à-dire les objectifs pour lesquels cette union d'États a été fondée, a été créée. Je pense que c'est quelque chose qui, de nos jours, est encore plus d'actualité. Et une petite introduction rapide pour que vous compreniez ce que je fais grosso modo. Je suis donc le premier secrétaire d'État chargé de la culture européenne dans l'histoire de notre pays. Que fait donc ce portefeuille? D'une part, nous assurons le suivi de 20 entités de culture contemporaine, le Palais de la musique d'Athènes, de Thessalonique, des orchestres, la scène lyrique, etc., Épidore, etc., etc. La liste est longue. Puis, tout ce qui est aussi propriété intellectuelle, donc ce qui est important pour la durabilité du secteur. Et nous avons aussi une formation artistique, des écoles dramatiques, écoles de danse, des conservatoires. Et par ailleurs, nous assurons le suivi et la surveillance du secteur élargi, en fait, de la culture contemporaine. La question aujourd'hui, comme nous l'avons dit, est la reconstruction. Reconstruire ensemble, donc. Reconstruire de quoi? La crise économique, par la suite, on a eu la pandémie, le ensemble auquel nous allons nous référer existe dans le fait que l'Union européenne, non seulement pour ce qui est de la culture, mais de manière plus générale, a décidé par le biais de la création du Fonds de relance et de résilience de répondre aux défis économiques que la pandémie a entraînés. Parce que, pour ceux qui le savent, tous les secteurs, notamment la culture, ont été affectés et touchés violemment et soudainement par la pandémie. Il y a eu des secteurs qui ont presque été détruits car la pandémie a entraîné le confinement, puis une distance entre les personnes, entre les hommes, et la culture, qui est un secteur qui a été affecté par la pandémie. De ce fait, les leaders européens ont décidé la création du fonds de relance. Donc, c'est une première réponse à la question de savoir comment, ensemble, nous pourrons reconstruire la culture avec donc une prise de décision courageuse et généreuse qui nous influence tous. Et j'espère que nous le verrons aussi dans d'autres domaines, comme par exemple sur le plan de la guerre en Ukraine et aussi l'impact qu'a cette guerre sur tous les aspects de nos activités. Permettez-moi maintenant de diviser mon discours en deux parties. Premièrement, comment reconstruire la culture et comment la culture peut contribuer à la reconstruction des États de nos économies. Ici, jusqu'à présent, on s'est toujours demandé ce que nous, on pouvait faire pour la culture, et c'est notre compétence en tant que ministère. Mais d'un autre côté, il y a aussi on va d'abord parler de la reconstruction de la culture. Ma première pensée rapide, c'est que c'est une question tout d'abord économique. Donc, les investissements, mais aussi les réformes. C'est un point important. La pandémie a mis en exergue des questions systémiques qui existaient depuis longtemps, bien avant la pandémie et peut-être bien avant la crise économique. Mais en fait, la pandémie a souligné vivement ces aspects que on ne pouvait pas ne pas ignorer tout cela.
On ne peut pas faire semblant qu'il n'existait pas. Et en Grèce, mais aussi dans d'autres pays de l'Europe, où il n'y a pas une ligne européenne commune, ce sont les questions du travail, les questions du droit du travail. Comment assurer que les personnes qui travaillent dans le domaine de la culture peuvent vivre de leur travail? Peut-être que ça a l'air très simple, peut-être que c'est évident, mais ça ne l'est pas. Comment pouvons-nous donc résoudre des questions chroniques de ce secteur qui ont trait, par exemple, à la relation entre employeur-employé, la question de savoir, si le travail est, déclaré ou est-ce que c'est une façon par laquelle un créateur ou un artiste peut déclarer son travail et peut-être vivre de ce travail sans avoir besoin de faire, des travaux supplémentaires et sans par exemple, payer des taxes alors qu'il n'a pas de revenus. Nous sommes donc en fait dans une phase où le fonds de relance nous a donné l'occasion de voir ces questions. Donc, il y a aussi la question des motivations pour pouvoir encourager le travail déclaré, les relations du travail équitables et qui pourront aider à voir évoluer d'autres phénomènes, comme par exemple l'abus de pouvoir qui existe parfois. On a quelques exemples dans la culture et non seulement. L'éducation artistique est un autre aspect. C'est un aspect essentiel parce que s'il y a une bonne fondation de cette partie, on ne peut pas arriver à une partie de créateurs qui pourront mettre en avant la richesse culturelle d'un pays. Dans le cas de la Grèce, là encore, nous avons des questions en suspens depuis des années, des décennies, des programmes, des cursus universitaires qui sont obsolètes et tout cela vient saper et c'est néfaste pour la créativité de notre pays. Il y a aussi les infrastructures avec une revalorisation des infrastructures et aussi des études, revalorisation des études et aussi revalorisation des diplômes. C'est un projet donc que nous mettons en œuvre. C'est un projet crucial car il permet de jeter les bases de ce qui se passera à l'avenir. Dans un même temps, pour les créateurs existants, les artistes, on a constaté, non seulement en Grèce, mais dans toute l'Europe, le monde entier, qu'il y ait il y a donc un défi, c'est-à-dire qu'il y a une série de compétences nécessaires à l'heure actuelle qui peut-être n'existaient pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Euh, Au cœur de leur travail, où nous avons bien sûr la chance d'avoir d'excellents artistes en Grèce, mais pour ce qui est du côté de l'aspect complémentaire, là où par exemple, comment comment est-ce que je peux, de créateur indépendant, devenir le chef d'une équipe artistique, d'une entreprise artistique, etc. Donc des compétences, des qualifications qui ont trait à la gestion d'entreprise, avec la gouvernance culturelle, des questions donc qui ont trait à la façon de comment trouver de l'argent, comment faire le marketing, comment est-ce que je gère la main-d'œuvre, comment est-ce que je peux faire du réseautage et des points donc où il est nécessaire d'avoir ce que l'on appelle un développement de capacités, de compétences, skill building en anglais, et pour ce qui est aussi de la gouvernance numérique qui touche bien sûr tous les secteurs et aussi la culture. Et la dernière partie, c'est comment est-ce que nous investissons dans les infrastructures existantes, donc ces 20 entités culturelles dont je vous ai parlé tout à l'heure, comment leur permettre, leur donner les moyens d'affirmer leur présence et comment nous le faisons à travers des outils, les subventions, les allocations, d'une manière qui doit être rationnelle et qui puisse viser à la durabilité à long terme. Je préfère investir dans la durabilité de ces entités que de commencer des nouveaux projets qui certes pourraient être ambitieux. Nous allons en fait, parce que si nous faisons cela, nous allons en fait ouvrir un nouveau champ sans avoir garanti le champ précédent. Comment alors, comment la culture reconstruit
nos sociétés. Il y a la manière souple, c'est-à-dire l'identité européenne, comment les sociétés plus ouvertes, création de sociétés plus ouvertes, etc. Mais il y a une partie plus hardcore, plus dure. En Grèce, même pendant la pandémie en 2021, l'avantage comparatif de ce secteur sur le PIB était de 3,1%, 2,1% pour la construction. Donc, cette puissance économique de la culture est quelque chose que l'on ignore souvent dans notre pays. Ici, nous planifions pour les sociétés locales afin que celles-ci puissent être renforcées à travers la culture. Donc, nous développons de nouvelles activités, mais d'une nouvelle manière qui pourront apporter une nouvelle valeur et un avantage comparatif, renforcement de l'entrepreneuriat et de notre activité exportatrice, audiovisuelle, livres, etc. Et aussi un nouveau programme très novateur disant que la culture aussi peut jouer un rôle thérapeutique sur la santé et nous développons un nouveau écosystème en collaboration avec le ministère de la Santé. Merci beaucoup, Monsieur Yatromanolakis, non seulement pour ses propos très intéressants, mais aussi pour dire aussi qu'il n'utilise pas la langue de bois des hommes politiques, mais son discours est toujours très clair et du point de vue de la communication, il est très accessible à tous. Merci beaucoup. Ο Ξένιος Δίας Donc, on va inviter notre prochain invité qui vient de France. C'est Monsieur Alexandre Coliex, qui a une carrière particulièrement intéressante. À l'occasion de notre discussion, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance. Et c'est très intéressant. Il a couvert des tas de champs, de la diplomatie jusqu'à l'administration locale, de la France jusqu'à Hong Kong. Donc, je pense que ce profil très riche lui permettra de nous donner des informations très intéressantes. Il a travaillé dans le secteur diplomatique à Toronto, dans le cadre diplomatique. Il a été responsable pendant longtemps des grands projets internationaux du Centre Pompidou. Il a travaillé sur la restructuration de la Fondation Giacometti et l'un des projets très intéressants qu'il a développé, c'est qu'il s'est retrouvé à Hong Kong, très loin donc de l'Europe. Il a été invité à prendre en charge le musée d'art moderne et de veiller à sa mise en place. Désormais, il est le directeur de Manifesto Expo Paris. Et je ne voudrais pas m'étendre davantage. J'aimerais lui laisser nous raconter sa propre expérience. Et merci d'être venu en Grèce, à Athènes, pour nous. Merci beaucoup. Je vais prendre la parole en français. Et d'abord en commençant par remercier l'équipe de l'Institut français de Grèce de son accueil, d'avoir donné cette invitation à vous rejoindre aujourd'hui. Je dois dire que c'est très émouvant d'être à Athènes pour fêter et l'Europe et la culture ce 9 mai. Vous avez redit à la fois que c'était évidemment 8 mai, 9 mai, le jour où on célèbre la fin de la guerre, évidemment traditionnellement en Europe. Et vous dire à quel point, évidemment, d'être à vos côtés sur scène, monsieur le ministre également, de vous retrouver, puisque on s'était rencontrés à Paris. Vous nous aviez fait à la fois l'honneur de venir visiter un lieu dont je voudrais faire peut-être aujourd'hui très modestement prendre cet exemple. Vous avez dit, monsieur le ministre, à quel point, et je sais que vous avez en charge un grand nombre de ces institutions de création contemporaine, et je dois dire que c'est assez formidable de voir l'accent et l'énergie que vous mettez à défendre la création contemporaine. Modestement, peut-être donner l'exemple depuis Paris d'un de ces hubs, pour prendre le mot que vous avez utilisé tout à l'heure, d'une institution donc dédiée à la création contemporaine, qui a eu un rôle, je dois dire, très important dans cette période de Covid. C'est ce qu'on appelle un incubateur d'artistes. Donc, pas vraiment une résidence, un incubateur d'artistes, comme il y a des incubateurs
de jeunes entreprises, de start-up, comme on dit. Vous avez insisté à quel point c'était important aujourd'hui de bâtir des compétences aussi avec nos créateurs, avec nos artistes, légal, d'entrepreneuriat, de comment on assure la bonne santé d'un établissement, j'allais dire d'une carrière artistique. Donc, je vais vous dire 2 mots de ce projet et il me semble, de son impact. Peut-être en commençant, si vous voulez bien, j'avais une image que je voulais peut-être mettre à l'écran tout de suite, qui est celle-là, qui est This is the New York Times. C'est le New York Times de ce week-end. Le supplément du New York Times du week-end, qui nous apprend que Paris is back on top. Je dois dire que ça nous a fait plaisir. D'autant plus plaisir, Monsieur le ministre, que Push, l'institution dont je vous parle, est au cœur de cet article. Donc, allez voir et vous aurez donc en anglais dans le texte. Ils nous ont rendu visite. Donc, ce n'est pas pour une fois une journaliste française qui vient dire ah, voilà, les Français sont formidables. Non, non. Et on en est très fiers parce que, et je me tourne ici, je vois dans la salle, je suis très content de voir Elena Costelian qui est ici, qui est une des artistes de Push, de ce hub artistique, qu'on a créé en mars 2020. En mars 2020, on a eu ce moment de grande interrogation existentielle quand on a découvert que, voilà, brusquement, tous les musées, tous les lieux culturels, toutes les galeries d'art, tous les lieux d'exposition pour les artistes étaient fermés. Et on s'est dit, mais on est fou, ouvrir un lieu dédié aux artistes aujourd'hui. Et on s'est dit, on va le faire quand même, parce que si on ne le fait pas, les artistes, qu'est-ce qu'ils deviennent? Et on l'a ouvert, et je dois dire que pendant il y a eu presque 8 mois en France où tous les lieux culturels étaient fermés. Et ben, à Push, donc dans cet incubateur d'artistes, il y avait de la lumière. Il y avait de la lumière parce que c'est un lieu de travail pour les artistes. Et pendant cette période difficile, où les artistes, mais quand vous ne pouvez plus vendre vos œuvres parce que votre galerie est fermée, quand vous ne pouvez plus exposer vos œuvres, et que vous êtes tout seul dans votre atelier, c'était très dur. Et là, il y avait un lieu, non seulement où, brusquement, au bout de cette année, 220 artistes étaient présents. Et pendant cette période, on a réussi à en faire ce qui est aujourd'hui le plus grand incubateur, la plus grande résidence d'artistes en Europe. On a dans un même lieu, et je voulais peut-être commencer par vous montrer quelques images pour que vous voyez de quoi on parle. C'est une tour de bureau, 16 étages, qui était déserte, comme on trouve dans toutes les grandes capitales, des lieux comme ça, déserts, de bureaux. Et on a transformé ça en ce qui est devenu le cœur battant, le hub de la création contemporaine à Paris. Et on a vraiment envie peut-être de travailler avec vous ici à d'autres projets. Est-ce qu'on peut passer, si vous en êtes d'accord, 50 secondes de vidéo et on voit de quoi on parle? Parce que sans ça, donc j'allais demander si on pouvait mettre briefly quelques images. Vous allez voir, c'est avec de la musique. Donc ça, c'est vraiment pendant le confinement. Hello, Kim. Long time no speak. How are you?
Voilà, juste quelques images, vous l'avez compris, c'était pour vous donner un peu la texture de ce lieu qui, je vous l'ai dit, donc, était au départ purement une friche de ce qu'on appelle une friche d'espace de bureaux, et dans lequel, brusquement, on a trouvé une masse critique, plus de 220 artistes, 40 nationalités. Donc c'est devenu un lieu très international. Vous avez aussi que beaucoup d'artistes travaillent aussi avec des techniques, des skills. Vous avez parlé, Monsieur le ministre, de skill building. Et on voit que dans la création d'aujourd'hui, alors vous avez vu la technologie, vous avez vu, tout ça a été filmé avec un drone. Donc la technologie est très présente. Certains travaillent avec des imprimantes, évidemment 3D, etc. Mais beaucoup aussi, vous avez vu, travaillent le tissu, le textile. Et donc on a plusieurs artistes qui ont des métiers à tisser. On a un four pour la céramique. On a toutes sortes oui, arts and crafts. Et donc, on fait ce rapprochement dans un même lieu, puisque vous avez 220 artistes. Certains sont en groupe, en collectif. D'autres ont leur pratique, mais peuvent aller voir la porte d'à côté, puis la porte d'à côté. Certains travaillent le cuir. Évidemment, quand vous avez tout ça dans un même lieu, quand je parle de masse critique, le nombre de projets, de projets croisés, de capacités qui s'additionnent est formidable. Et l'autre point important, et je le parle là aussi sous votre contrôle, Monsieur le ministre, vous avez été le directeur de la communication d'une institution qu'on est allé revoir aujourd'hui, qui est la Fondation Niarchos et son centre culturel à Athènes, qui est très spectaculaire, et toutes les villes du monde rêveraient d'avoir un opéra aussi beau, je dois dire, et même à Paris, on est épaté par ce lieu. Mais évidemment, quand vous n'avez pas, comme aussi, là, on pourrait parler de la Fondation Vuitton, plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement au départ, c'est plus compliqué. Et là, on parle de projets où la mise de départ, l'investissement de départ, n'est pas important. On travaille avec soit une ville, soit une entreprise, enfin, le propriétaire de ce bâtiment qui est immobilisé, qu'est-ce qu'il va en faire? Donc, en apportant la création contemporaine, en apportant ce hub, cette communauté de créateurs, d'artistes, d'inventeurs, on crée événement. Évidemment, brusquement, ce qui était délaissé, et vous avez vu qu'on est vraiment dans la ville, on est sur le périphérique, donc vraiment, c'est pas le cœur de Paris, mais c'est le Paris un peu industriel, un peu parfois ouvrier, etc. Ça connecte et ça change, ça a la capacité, puisque là, ce sont des gens qui travaillent, ce ne sont pas forcément des touristes qui viendraient parce qu'on a fait un événement. Ce sont vraiment des gens qui travaillent dans ce lieu, qui vont l'occuper, qui vont produire sur place. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est formidable. Et donc, pour un investissement de départ qui est microscopique par rapport à l'installation d'un musée. Et vous avez dit aussi à quel point, une fois que vous avez créé un nouvel équipement comme un musée, etc., vous êtes obligé d'avoir des frais de fonctionnement, là aussi très importants chaque année. Donc là, c'est un modèle différent pour créer une énergie, brancher ce quartier, transformer la ville. Et on a vu 2 images, peut-être si on pouvait les remontrer, pour ouvrir, vous donner peut-être envie de venir nous rendre visite à nouveau, Monsieur le ministre, on compte sur vous. C'est This is the new push. Je vous ai parlé de ce projet un peu utopique, et vraiment, je le fais sous le contrôle d'un des artistes, une des artistes en l'occurrence, qui est à Push ici, Elena, mais on est en train de déménager. C'est plutôt bon signe quand vous avez fait cette expérience pendant 2 ans, en plein Covid, avec 0 € d'argent de subvention. Ça rassure souvent l'administration, et on n'a pas demandé d'argent pour lancer au début. Et ça a tellement bien marché, comme on est devenu le plus important en Europe, on ouvre dans cet espace-là, Aubervilliers, qui là est une ancienne usine, encore plus grand, c'est encore plus grand que le Palais de Tokyo. Il y a 20 000 mètres carrés. C'est là où le président Macron a lancé sa campagne à Aubervilliers, sa campagne présidentielle. Et c'est une ancienne usine, 13 bâtiments qui sont tous reliés par des ponts, vous allez voir, avec un espace, ça c'est l'espace d'exposition sous une grande cupola industrielle. Voilà, c'est ce patrimoine-là qu'on va mettre à l'honneur et qu'on donne aux artistes à Aubervilliers.
dès la semaine prochaine. Voilà, on a un premier VIP preview la semaine prochaine. Voilà, c'est le scoop. Ευχαριστούμε πάρα. Merci beaucoup, Monsieur Coliex, qui nous a permis de devancer les VIP et de voir donc avant eux. Et j'espère que dans la suite du débat, on aura la chance d'apprendre un peu plus pour savoir comment fonctionne un tel espace. Je vais passer maintenant à la dame de notre panel. D'habitude, les femmes ne sont pas nombreuses, même si la culture, théoriquement, a un plus grand nombre de femmes. Finalement, dans tous les panels où je participe, nous les femmes, on est une petite minorité. Je souhaite la bienvenue donc à Madame Sophie Lambro, qui est la cofondatrice d'Impact Hub Athens. Quelque chose de particulièrement original, c'est le premier réseau local mondial visant à promouvoir, soutenir, connecter, responsabiliser les entrepreneurs sociaux et les innovateurs. Une forte activité en Grèce et pas seulement à l'international. Très bonne coopération avec l'Espagne, avec Madrid. Elle a introduit en Grèce un savoir-faire sur la question de savoir comment tout cela pourrait fonctionner. Et parallèlement, elle enseigne à la Business School de Madrid. Elle enseigne aussi l'entrepreneuriat social, un secteur que je trouve particulièrement intéressant. Et j'aimerais beaucoup savoir comment vous arrivez à marier tout cela avec la culture. Ces études portaient sur la gestion administrative et son expérience au niveau gréco-international pourrait ajouter beaucoup de choses et nous sommes donc très heureux de vous écouter. Je vous remercie. Merci beaucoup. Pour un petit peu compléter ce que vous voulez dire, je voulais en fait parler de la perspective d'une initiative un peu similaire, mais dans un cadre en fait grec. Donc en fait, pour répondre à la question de la reconstruction, nous pensons au sein de Impact Hub que les communautés créatrices sont une condition culturelle essentielle pour que la reconstruction puisse avoir lieu et pour cultiver la réflexion. Ainsi, avec l'équipe de Impact Hub, nous essayons en fait, notre credo essentiel est que le changement positif ne peut pas arriver tout seul. Il doit survenir par le biais des communautés. Il faut mettre ensemble des alliés inattendus, des personnes qui viennent de différents secteurs et qui peuvent amener chacun d'eux une chose différente. Parfois, il y a des personnes qui travaillent dans différents domaines, mais qui ont un objectif commun, mais qui ne se connaissent pas les uns les autres. Par ailleurs aussi, il est important de créer aussi des communautés qui prennent la novation par les extrêmes et qu'ils essayent d'en faire une tendance, le courant mainstream. Et nous réunissons des personnes inspirées qui ont pour objectif de créer une société qui est ouverte, accessible et égale pour tous. Et pour ce faire, pour mettre en œuvre cette vision et contribuer à la culture pour contribuer à la création d'une culture qui vise la création, la durabilité et la participation, nous avons une formule qui, en fait, va très bien avec ce que l'on a dit tout à l'heure, ce que l'on a pu entendre. En fait, nous créons des espaces de communauté en mariant 3 ingrédients, l'espace, l'infrastructure, donc la communauté, les hommes, et le contenu. Et c'est ce qui fait que tout ça peut être relié ensemble. Nous avons un espace à Monastiraki, Impact Hub Athens,
Et notre action est consacrée davantage aux personnes qui prennent des initiatives entrepreneuriales. Et entrepreneurial, cela ne veut pas dire que nous sommes tous entrepreneurs d'une grande entreprise. En fait, il faut prendre cette initiative qui suit en fait des principes d'entrepreneuriat, ce qu'a dit tout à l'heure Monsieur le ministre, et qui concerne en fait la partie ayant trait aux compétences, aux qualifications, au mode de pensée, à la mentalité, comment identifier une opportunité, un problème, comment le déceler, comment le résoudre, comment fonctionnent les équipes, etc. Et notre autre espace de communauté se trouve à l'Agora de Kypseli, qui est un monument historique de l'entre-deux-guerres, qui est passé par plusieurs vagues, qui a été abandonné, puis réhabilité, restauré. Et puis, nous faisons partie donc, c'est donc notre siège. Nous sommes dans cet espace et l'objectif ici était non seulement de réhabiliter l'espace, mais aussi de cultiver de meilleures conditions de vie pour les habitants et pour les visiteurs de notre pays. Là encore, nous fonctionnons de la même façon. Nous marions le lieu avec la communauté et le contenu. Nos communautés peuvent, comme je l'ai dit, euh, peuvent être entrepreneurs, mais ça peut aussi être la société, les citoyens, la société civile. Et nous essayons en fait de veiller aux personnes qui arrivent, de nous charger de ces personnes pour qu'il y ait ces événements bienheureux qui puissent survenir, qui puissent être reliés ensemble, corrélés, et nous engageons un débat pour pouvoir créer des synergies. Nous produisons un contenu de sorte que ces skills puissent être développés. Par exemple, comment gérer mes questions juridiques, ou alors comment est-ce que je vais mettre en œuvre ma stratégie, mon identité. Donc, ça peut être des questions de la plus simple à la plus complexe, ou alors des parties qui ont trait à l'inspiration. Par exemple, imaginez un espace où il y a toujours des choses qui se passent. Et là, quand vous vous rendrez dans cet espace, vous allez toujours pouvoir rencontrer une nouvelle personne qui va discuter de plein de choses, de la transition énergétique, de la nature, de la mimésis dans la nature. Il y a tout le temps, en fait, des questions qui surgissent, et nous essayons en fait de cette façon de créer une nouvelle narration et produire une nouvelle solution à un problème social, et pas seulement. Pour ne pas abuser davantage de votre temps, j'aimerais dire finalement que nous pensons que par le biais de l'éducation, la culture et l'économie, nous pouvons euh, créer des narrations et retourner l'histoire où le public peut y trouver sa place. Et avant tout, ce public peut participer parce que c'est à travers l'initiative de tout le monde et de la synergie que nous pourrons rendre ce monde meilleur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. σε αυτή την κουβέντα. Merci beaucoup. Je suis malheureuse parce que j'ai ce rôle ingrat en ma qualité de journaliste, et j'aimerais bien vous entendre parler plus longuement. Mais comme j'ai ce rôle ingrat de la coordonnatrice, il faut que je regarde ma montre tout le temps pour qu'on ait le temps de parler. Notre dernier invité, mais pas moins important, c'est Monsieur Marmarinos, une personnalité institutionnelle qui a un rôle très important. Il est le directeur de la capitale culturelle d'Éleusis 2023. Ils n'ont pas commencé avec 2023, mais enfin, on en est à 2023. C'est un metteur en scène. Il a créé la compagnie Double Rose. Et depuis cette date, il a une série de représentations particulièrement couronnées de succès. Je pourrais vous en parler d'un grand nombre de ces représentations.
Cet été, nous avons eu l'occasion de voir ces pièces et il se présente ces pièces dans l'ensemble de l'Europe, à l'Est, à l'extrême Est. Il a collaboré avec la Comédie Française sur Phèdre, notamment de Racine. Et quand il a été question qu'il soit le directeur de la capitale culturelle de l'ESIS, on a été particulièrement heureux. On savait qu'en tant que metteur en scène, il était capable d'apporter des solutions. De notre côté, on sait qu'il voulait faire la mise en scène de Inferno. Vous avez la parole, Monsieur Marmarinos. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos bonnes paroles et puis pour l'Inferno également. En effet, c'est une réalité particulièrement séduisante. Bonsoir. À mon tour, je voudrais remercier l'Institut français de Grèce qui continue à être le berceau d'échange des idées. C'est un très beau titre et très, très substantiel, je dirais. Je voudrais vous parler donc de Inferno, la capitale culturelle comme institution qui est en fait une initiative gréco-française. Si on pense à Mélina Mercouri et Jacques Lang qui a commencé à Athènes en 1985 et qui revient en 2023 en Grèce, dans une ville emblématique, permettez-moi de dire, à Éleusis, avec beaucoup de qualités, beaucoup de caractéristiques. J'oserais dire que la capitale culturelle est en fait une initiative pour mettre en relief et développer l'économie matérielle et immatérielle à l'aide de l'art, de la culture et de la recherche. J'oserais dire que tout cela aurait pu avoir un sous-titre. C'est une sorte de sculpture sociale. De quelle manière? Une ville, à l'aide des facteurs que je viens de mentionner, des activités que je viens de mentionner, pourrait passer à une nouvelle étape et développer son potentiel. Parlons donc un petit peu, car la capitale culturelle a commencé, comme le dit le titre, il est question de capitale. Athènes était une capitale. Berlin ne l'était pas encore, mais il était sur la voie de l'être. On a commencé avec de très grandes villes, de très grandes métropoles. Par la suite, la Commission européenne a compris que peut-être cette institution pourrait être plus utile si on donnait la possibilité à des villes plus petites qui pourraient se développer si elles avaient déjà une histoire, un historique important. Je dirais donc que de cette manière, l'Union européenne, à travers la culture, mène sa propre expérience, car à travers tout cela, en s'approchant de villes qui véhiculent des blessures, une sorte de choses, de matériel brut en elles-mêmes, elles pourraient fonctionner donc au bénéfice du reste de l'Europe pour les questions sociales, des questions de développement. Elles pourraient fonctionner comme des modèles à une échelle plus petite. Et nous sommes donc précisément dans ce type de processus. On a parlé de hub dans notre discussion tout à l'heure, donc un berceau créatif. C'est un berceau. Et la capitale culturelle s'oriente vers la formation, la mise en place de tels hubs qui peuvent aborder la dynamique interne de la ville dans le sens d'un ensemble, entre guillemets, sur le plan local, national, mais aussi international. Voici donc l'orientation d'une capitale culturelle. Le programme de cette année, en effet, les activités ont commencé déjà. Le problème de l'année du titre comprend 60 ou 40 activités. Je dirais que les 40 sont grecques et locales. Un 40% sont
européenne et internationale. Il y a donc une série d'activités qui sont en mesure d'aider le développement du potentiel local, des ressources humaines, des professionnels, des jeunes. Et en même temps, il y a une série d'activités, d'actions qui visent à la dynamique de l'héritage, du legs, en quelque sorte. Ce n'est pas un festival artistique, c'est une institution dynamique qui vise qui est axée sur ce qui va se passer après. Et c'est ici donc, c'est vers ce sens que nous nous orientons et nous demandons le soutien du pays. On a parlé tout à l'heure d'économie matérielle et immatérielle. On est à Eleusis, dans une ville qui a les caractéristiques suivantes. Elle a une histoire. Elle a été l'une des 5 villes sacrées de l'Antiquité. Il y a de l'archéologie. Il y a un déplacement interne des populations, un développement industriel très intéressant, brutal, abrupt, depuis la fin du 19e siècle et pendant tout le 20e siècle. Donc, ce développement a créé une blessure environnementale énorme. D'un côté, elle a offert des postes d'emploi, d'un autre, cela a grevé le niveau de vie des habitants qui connaissent leur passé et qui revendiquent leurs droits. Voici donc un défi. Les défis sont toujours dialectiques, les équilibres sont délicats. D'un côté, nous avons l'industrie. Et nous sommes dans une étape de désindustrialisation, mais il reste quand même des industries importantes. Et en même temps, il faut préserver la qualité de vie d'une ville qui ne peut pas se déplacer, ne peut pas aller s'installer ailleurs, surtout une ville avec une telle histoire. Donc voici un défi pour la capitale culturelle, cet équilibre délicat entre le développement industriel et le travail et en même temps le niveau de vie, la qualité de vie des habitants. Alors, il y a eu une série de déplacements internes des populations et le ZIS compte 15 associations des habitants de toutes les villes avoisinantes qui sont venus sur place pour travailler. Cela donne son caractère spécial à la ville. Étant donné que c'était une ville ouvrière, il y avait des mouvements ouvriers particulièrement puissants. Je dois rappeler à ceux qui ne le savent pas que c'est la patrie d'Eschyle, mais aussi le berceau de Kazantzivis, un chanteur populaire, qui sont dans un dialogue dynamique entre eux. Et je dois aussi rappeler que pour certaines raisons, étant donné que l'industrie couvre tout le front au bord de mer, il y a la mer. C'est une demande à l'heure actuelle, comment développer le front de mer. Je vous ai donné certaines caractéristiques de cette ville, avec tant d'industries, tant d'usines abandonnées pour la plupart, des locaux industriels qui sont spectaculaires, quelques-uns d'entre eux, du point de vue de leur architecture. Mais il n'y avait même pas une seule infrastructure quand on a commencé le projet de la capitale culturelle. Mais la Commission européenne, de manière très audacieuse, a fait ce choix. Je considère que c'était très audacieux. Elle a peut-être vu la dynamique de la ville, mais le risque est spectaculaire. Sans une seule infrastructure, vous comprenez donc que là où on a le théâtre de toutes les activités, de toutes les actions, c'est l'espace en plein air. On pourrait dire que ça suffit, mais parfois il pleut. Il faut rentrer à l'intérieur. Les locaux à l'intérieur ont leurs propres valeurs. Ce qu'on pourrait peut-être faire, je vais vous donner un autre détail. Eleusis avait 13 salles de cinéma dans une ville d'une quinzaine de milliers d'habitants. Bien avant que je n'arrive à la tête de cette capitale culturelle, elle n'en avait aucun cinéma. Ce qui nous préoccupe, c'est d'abord de
laisser des infrastructures en très petit nombre, mais qui soient vraiment brillantes, très belles, même pour Athènes. La distance est de 20 kilomètres. Les anciens Athéniens ne le faisaient qu'à pied. Ce n'est qu'à Éleusis qu'ils pouvaient être initiés. D'autres l'ont fait, comme les empereurs romains, Marc Aurelius. Donc, à côté de ces infrastructures qui vont rester et que je peux vous citer, ce qui est très important, c'est de laisser des infrastructures dématérialisées, c'est-à-dire des programmes d'activité à côté, car les locaux très facilement peuvent s'effondrer une nouvelle fois. Donc, nous voulons laisser des programmes. C'est pourquoi nous avons ce ensemble. Nous créons des hubs plus ou moins grands pour les jeunes qui viennent d'Athènes ou d'autres villes et qui peuvent s'exprimer à Éleusis. Et ici, je dois dire, on a parlé de Inferno tout à l'heure. Madame Adanopoulou nous en a parlé. Mais j'ai une question, car j'ai admiré ce que Alexandre vient de dire. Et ma question est la suivante. Quel niveau de bureaucratie a été devant vous? Et je vais m'arrêter là. Vous avez dû faire face à combien de bureaucratie, en fait? Merci beaucoup à Monsieur Marmarinos. Inferno, donc, au Festival d'Athènes, c'est quelque chose qui l'a aidé, mais bon, il n'y avait pas de bureaucratie. Deux corrections. Vous parlez de Incenso, pas de Inferno. Ça se ressemble, mais Incenso était porteur d'espoir, mais c'était également dystopique. Le Inferno, c'est un vrai chef-d'œuvre. Vous avez entièrement raison, je m'excuse. Comme on vient de compléter le tour, le premier tour de parole, on n'a pas le temps de faire un deuxième tour, car il y a un deuxième débat qui va suivre. Mais j'ai suivi vos interventions avec beaucoup d'intérêt. J'ai beaucoup aimé l'idée du hub. Nous commençons, on essaye. Et je voudrais vous demander, est-ce que cela se fait sans la moindre subvention? Les artistes doivent vivre et les organisateurs doivent avoir la possibilité de soutenir tout cela. C'est-à-dire l'existence de ces infrastructures, les locaux dont dispose Alexandre et le hub de Sophie, ils ont des factures, ils ont des frais. Tout cela doit être payé. Et si la capitale culturelle dispose d'un budget qui pourrait l'aider, le ministre nous a dit qu'il y a un fonds de relance qui est en mesure de donner son soutien à certaines actions. J'aimerais savoir quel est le caractère économique de tous ces efforts et comment ils peuvent survivre. Est-ce qu'on peut avoir de la culture sans argent ou bien il s'agit d'un mythe? Qui est-ce qui voudrait prendre la parole? Si je savais que monsieur allait emmener son article du New York Times, j'aurais aussi emmené le mien article qui parle de la culture sous l'ombre de l'Acropole. Cet article, donc, 6 janvier 22, a été publié et qui, en fait, reflète l'effort déployé ces derniers temps dans le secteur de la culture. Pour répondre à votre question maintenant, tout d'abord, dans mon intervention, j'ai toujours parlé de durabilité. La question, ce n'est pas de créer quelque chose, mais c'est de pouvoir le faire durer au fil des ans. Et M. Malmarinos l'a dit de manière très pittoresque. Éleusis, c'est ce genre de tentative qui est créée. C'est ce genre d'expérience qui est menée. Cela étant, parler un peu maintenant des questions financières liées à la culture. La Grèce, comme chacun sait, a l'un des plus petits budgets nationaux concernant la culture, si ce n'est le plus petit de l'Union européenne. Et j'espère que petit à petit, cela changera. C'est quelque chose qui existe donc depuis des années. Le Fonds de relance nous a donné
nous a donné une bouffée d'air, si vous voulez, une impulsion. Et force est de noter que tous les pays de l'Union européenne n'ont pas intégré la culture dans le programme de relance. Nous avons assuré 0,5 milliard d'euros donc pour la culture, pour des actions qui permettront à ce secteur de devenir plus viable. Donc, la question, c'est de ne pas faire seulement des nouvelles choses, mais c'est d'assurer la durabilité des projets existants. Et pendant la pandémie, nous avons pris une série de mesures pour que la culture puisse rester debout. On a donc les questions de subventions, de réduction d'impôts et de taxes, un matricule d'artistes qui a été créé en plein milieu de la pandémie pour pouvoir soutenir le secteur. Et là encore, donner de l'argent, parce que, parenthèse, la Grèce, lorsque la situation était favorable, la Grèce a donné beaucoup d'argent. Mais quel argent est-il resté de tout ce qui a été donné? C'est une question que l'on pourrait se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce creux de la vague? Pourquoi il n'y a pas eu ce que je dis en fait? Il n'y a pas eu l'idée de gouvernance dont je parle. Si on allie l'argent à la vision, à la stratégie et au développement de compétences, je pense que là, si on a la corrélation de tous ces éléments, nous pourrons parvenir à la durabilité, à la viabilité qui pourra nous garantir la durabilité de ces projets. Oui, certes, la question de la viabilité et de la durabilité est une demande ferme et nous le constatons dans les musées. Nous voyons parfois la construction de musées sans étude de viabilité. Madame Lambrou, moi, je vais parler peut-être pratique. 1, 2, 3. Et comment nous, on fonctionne. Tout d'abord, la première partie, en fait, c'est comme des paramètres. On a l'économie d'échelle d'une part. Quoi que l'on fasse, on essaye de produire des avantages multiples. Par exemple, l'espace, on a les mètres carrés. Le matin, c'est utilisé comme des bureaux par les professionnels et le soir, ce même espace, on l'utilise comme un lieu de manifestation ou d'événements. On organise des événements et donc, si vous voulez, cet espace est réutilisé d'une autre manière. Donc. Et, et cette même chose peut être utilisée par beaucoup de personnes. Comme ça, chacun peut contribuer pour parvenir à un montant d'argent donné. Et puis, il y a une vision à moyen terme. Quoi que l'on fasse, c'est comme une petite pierre que l'on ajoute à l'édifice pour pouvoir assurer la viabilité. Bien sûr, cela ne peut pas, on ne peut pas réussir à 100%. Pour certaines choses, l'aide de l'État est nécessaire ou d'organisations philanthropiques ou d'autres institutions. Et je dirais que ces subventions, pour ce qui nous concerne, nous essayons de les utiliser pour les expériences, c'est-à-dire pour des choses qui sont nouvelles, fraîches, qui peuvent ne pas avoir cette force d'attraction que pourrait avoir un autre produit, un autre service, un autre événement, manifestation ou quoi que ce soit. Nous essayons en fait de cette façon, nous essayons donc de mettre sur pied comme il se doit ces projets et d'apprendre afin d'avoir un produit, un service matériel, immatériel, digne de ce nom. Puis, on a aussi les sources multiples de revenus. On ne met pas tous nos œufs dans le même panier. Donc, il y a de multiples sources. On essaye de faire nos propres productions, donc des productions culturelles avec des billets d'entrée. On accueille aussi les productions de tiers. Par ailleurs, cela veut dire que nous offrons un service, donc nous touchons des revenus. Et puis aussi, il y a aussi des services gratuits parce qu'on essaye toujours d'offrir et de rendre accessible à tous tout ce que nous faisons, que ce soit quelque chose qui concerne l'éducation, l'environnement, etc. Voilà en gros ce que je voulais
dire, comme élément essentiel. Là encore, on a le mot ensemble, donc qui ressort de tout cela. Et vous, en France, comment faites-vous? On a, on a fait quelque chose d'un peu unique parce on a renversé les termes du problème. Souvent, en France, et de fait, en France, on est fier, on dit on a un gros budget de la culture. Et en réalité, ce budget-là, il est comme partout, il est compliqué, il est difficile de redemander. Et quand on a créé Push, je vous ai raconté ce projet, on a lancé le projet avec, pardon de le dire, 0 € de subvention. Et on l'a même pas demandé, vous voyez. On a renversé les termes du problème et on a dit, plutôt que voilà, d'aller faire le tour, de demander, etc., comme j'allais dire tout le monde, on a dit non. Finalement, on a utilisé, et Monsieur le ministre, vous l'avez dit d'emblée, la culture, aujourd'hui, c'est un créateur de valeur dans un pays. C'est vraiment l'importance de la culture pour le dynamisme économique du pays est fondamentale. Et donc, on est parti de ce constat-là et on a utilisé finalement l'agrégation la création contemporaine, la culture contemporaine, comme pour son effet de levier sur et de création de valeur pour les propriétaires du lieu, pour les, comme on dirait en américain, the shareholders, les personnes qui ont intérêt, c'est-à-dire les habitants du quartier, les élus, enfin, voilà, toute la communauté autour bénéficie de l'effet levier économique de la brusque arrivée de ce que, et je vous dis, quand dans un quartier à Clichy, à Aubervilliers, qui est sans doute la ville la plus pauvre de toute l'Île-de-France, quand brusquement arrivent 200 créateurs, 250 artistes et leurs talents, et qui brusquement vont venir avec le New York Times, le Paris Match, Le Monde, et qui brusquement vont faire venir aussi Kamel Menour, les grands galeristes, les grands collectionneurs, et qui vont faire venir aussi la Fondation Vuitton. 2 de nos artistes avaient cette année une exposition à la Fondation Vuitton. Ça change l'histoire pour Aubervilliers. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la valeur, on n'a pas demandé d'argent au début. On a créé le lieu, on a créé cette communauté, ce hub, puisque c'est le mot qu'on a tous utilisé ce soir, comme levier extraordinaire de création de valeur et d'apporter ici, dans un même lieu, brusquement, voilà, cette valeur immatérielle dont vous parliez, qui est de dire, bah, voilà, la culture, l'art aujourd'hui, mon Dieu, ça nous coûte moins cher que ça nous rapporte. Voilà. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Merci beaucoup. Monsieur Marmarinos, vous voudriez peut-être clore notre débat pour aujourd'hui? Je voudrais dire un certain nombre de choses. La plupart des choses ont été dites, et même de manière excellente. Dans notre cas, je serais d'accord avec ce que Sophie vient de dire tout à l'heure. Nous, quand on parle de notre fierté, de notre envie de travailler, même si nous avons un petit nombre de locaux, nous sommes obligés disposer donc des locaux multiformes. On ne parle pas seulement d'un cinéma ou d'un théâtre. Ce sont des locaux qui peuvent se transformés en perpétuité pour accueillir divers types de spectacles ou d'expositions, parfois même simultanément. Deuxième point, pour ma part, je ne suis pas un entrepreneur. Je ne peux pas parler en tant qu'entrepreneur, ce serait de l'hybris. La création n'est pas loin de l'esprit d'entreprise, mais ce n'est pas à moi de faire cela. Le deuxième point, donc, qui est important, c'est l'inventivité de la créativité. C'est ça qui produit de la valeur. C'est ça qui produit de la valeur ajoutée. Et pour le dire mieux, parce que ça nous intéresse beaucoup, cela multiplie la fiction, la mythologie locale. Plus tard, ce atout peut produire de l'intérêt pour une viabilité économique. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire.
Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez trouvé ce débat intéressant, que cela va nous conduire à d'autres débats et d'autres recherches sur les questions évoquées ce soir. Je voudrais remercier nos hôtes, l'Institut français de Grèce qui nous a donné l'opportunité, qui nous a invités à faire ce débat, le secrétaire d'État de la culture contemporaine, M. Yatro Manolakis, M. Coliex qui a voyagé de France pour nous faire part de cette si belle expérience, Mme Sophie Lambrou qui nous a fait part le point de vue de la nouvelle génération des créateurs et M. Marmarinos qui nous a parlé de l'expérience d'une institution que nous attendons, dont nous attendons les résultats avec beaucoup d'intérêt, Eleusis 2023. Donc, merci à tous d'être là. Merci de nous avoir suivis sur vos ordinateurs. Il y aura une toute petite pause et un deuxième débat sur la souveraineté nationale, la souveraineté européenne va suivre. Donc, nous vous prions de ne pas vouloir vous éloigner. On a besoin d'une pause pour des raisons techniques et le prochain panel sera là dans quelques minutes. Bonne soirée.